Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. En conjuguant vos passions du cinéma et de la navigation, vous avez réalisé un film sur une femme entrée dans la légende, avec l'espoir de déclencher des tempêtes, mais uniquement des tempêtes d'applaudissements. Bonjour Géraldine Danon. Bonjour Jacques. On vous avait accueilli tout au début des clés d'une vie, entre deux voyages au bout du monde. Et là, vous revenez avec un film sur Florence Artaud, Flo, que vous avez écrit, coécrit et réalisé. On va en parler tout à l'heure parce que c'est quand même un événement et 3 ans de travail, je crois, hein, c'est ça? Oui. Et puis on va quand même revenir sur votre parcours parce que c'est le principe des clés d'une vie, avec des dates. Alors j'ai trouvé une date intéressante, c'est le 15 mai 1984. C'est votre première télé, Les Nuits du cinéma, avec Pierre Bouteiller au Festival de Cannes, et vous êtes 3 à interviewer. Il y a Pauline Massiat, il y a une comédienne dont on n'a plus entendu parler, Elvire Audrey, et vous. Alors ça... Vous en souvenez? Non, pas du tout. C'est vraiment une émission... vous êtes là pour la promotion de Gin Tonic. Ah bah oui, ça devait être effectivement une des premières émissions, oui, c'est voilà. sûr. Il sortait 8 jours plus tard à Paris. Et il y a Daniel Toscan-du-Plantier et Pierre Bouteiller qui vous interviewent sur la raison... Ça me revient. Maintenant que vous me dites Daniel Toscan-du-Plantier, ça me revient tout à fait, ouais. Et vous évoquez votre passion de Cannes avec les stars que vous croisez, les dîners, les soirées. C'est drôle. Ça, vous en souvenez de ça? Oui, ça me dit, oui. Et vous étiez venu vraiment à Cannes pour ça? Ah, j'étais venu pour le Gin Tonic, oui, absolument. Parce que c'était... Il y avait une projection, c'était mon père qui produisait, et on était venu... Enfin, à la base, c'était un court-métrage, j'avais été choisi au cours Simon par Michel Patient, et c'était un court-métrage, et quand mon père a vu le court-métrage, il s'est dit, tiens, il faut en faire un long-métrage, voilà. C'était, je crois, une collégienne qui tombait amoureuse d'un étudiant. Oui, c'était un intérêt fou. Vous aviez 14 ans quand même, c'est pas mal. Oui, un peu moins même. Je crois que je l'ai tourné, j'avais 13 ans. Et il y avait Michel Percier dans le film. Michel Mercier, oui. Et elle faisait ma mère, absolument. Voilà, qui avait triomphé dans Angélique et qui ensuite, malheureusement, n'a pas eu le succès parce que c'est pas facile à vivre, un succès comme Angélique. Mais on est resté très proche avec Michel. Elle m'a appelé récemment, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est très cher à mon cœur et qui fait partie de ma vie. Elle vit près de Cannes, je crois. Elle est à Cannes, absolument. Ouais. Et ils viennent de lui inaugurer une place ou je sais plus, j'étais invitée à ça. Elle le mérite. Elle le Il y avait mérite, aussi Pauline Lafont, toute timide. Ah oui, Pauline Lafont. Je me souviens de mieux en mieux de cette émission. Et Pauline Lafont, triste destin. Oui, mais qui croyait en son métier, qui était heureuse de faire ça aussi. Qui était formidable dans l'été en pente douce. Alors Cannes, c'est vraiment une passion du cinéma. L'année où vous êtes là, c'est Wim Wenders qui remporte le Grand Prix avec Paris, Texas. Et il y a Noël. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Noël. Bien sûr. Qui est fêté pour ses 95 ans avec les casse-pieds. Il n'y avait pas Charles Vanel aussi? J'ai le souvenir d'avoir fait une photo avec Charles Vanel, parce que j'étais la plus jeune et lui le plus vieux. Exactement. Ouais. Il était très alerte, il descendait les escaliers. Très alerte. Et c'était Marlène et Eugène Moineau qui avaient organisé cette photo de lui et moi, je m'en souviens très bien. Et vous êtes là, je crois, Géraldine Danon, grâce à un faux certificat médical. C'est la grande habitude de mes parents. J'étais chez les bonnes sœurs à l'époque et on me faisait des faux certificats médicaux en expliquant que j'avais une angine blanche, sauf que je supporte très mal le soleil, donc je revenais rouge écarlate et c'était pas très agréable. Et ça s'était pris comment au couvent des oiseaux? Oui, je me souviens que sœur Agnès tirait une tête de 6 pieds de long. Je me souviens aussi que je me faisais des masques pour essayer de blanchir. Enfin, c'est assez épique. Mais franchement, les études, ça vous intéressait pas vraiment, Géraldine Danon? Non, ça m'a jamais intéressé, les études. J'ai toujours été un peu un électron libre, une autodidacte. J'ai appris beaucoup par la lecture, par le cinéma. Je voyais 1 ou 2 films par jour, je lisais beaucoup et je crois que c'est vraiment comme ça que j'ai appris sur le tas. Et puis, vous aviez le privilège, grâce à votre père, Géraldine Danon, d'avoir des stars à la maison en permanence. Ouais. Gabin, De Funès et Romy Schneider, surtout. Surtout Romy Schneider, Delon aussi, évidemment, qui était mon parrain. Mais c'est vrai que celle qui m'a le plus marqué, c'était évidemment Romy Schneider. Et d'ailleurs, le film que j'ai réalisé sur Florence Artaud, je trouve qu'il y a beaucoup de points communs entre Florence Artaud et Romy Schneider. Oui. Ce sont des êtres un peu extrêmement forts et extrêmement fragiles par ailleurs. Oui, et Romy Schneider, je crois que votre père l'a beaucoup aidée à la fin de sa vie, quand elle a tourné La Passante du Sans Souci, et plus personne ne voulait d'elle.
C'est-à-dire qu'elle était difficilement assurable. C'était le docteur Zuccarelli, à l'époque le médecin des assurances, qui pourtant l'avait beaucoup aidée et soutenue. Mais il se trouve que là, elle avait d'abord eu une fracture du pied qui avait arrêté le tournage de La Passante du Sans Souci, donc son dernier film. Ensuite, on lui a enlevé un rein. Et puis après, il y a eu le terrible épisode avec son fils. Donc c'est vrai que personne n'y croyait. Les producteurs allemands voulaient la remplacer par Anna Schygulla et mon père s'est battu, vu les liens qui l'unissaient à Romy Schneider et tous les films qu'ils avaient fait ensemble, pour que ce soit elle. Et elle a tenu jusqu'au bout, pourtant dans des circonstances difficiles, jouant avec un petit garçon qui avait l'âge de son fils. Moi, j'ai pu assister à ce tournage de A jusqu'à Z et c'était un moment très fort. Oui, et moi je me souviens, et c'est un souvenir très particulier, la fin des Césars au Fouquet, j'interviewe Romy Schneider, elle me dit allons dans un coin, et elle s'est mise à pleurer dans mes bras. Tellement c'était un moment d'émotion très fort. Moi je vous dis, je me souviens de ces scènes avec ce petit garçon à table, notamment, il jouait du violon et elle le regardait, j'ai écrit dans un livre que j'ai sorti il y a quelques années qui s'appelle Fille à papa, j'ai raconté ça m'a vraiment bouleversée à vie, je crois, de cette détresse chez un individu. Je l'ai rarement vu à ce point. Et parmi les films qu'a produit votre père, il y en a un qui est un classique absolu, qui est Les choses de la vie. Oui, l'année de ma naissance. Exactement. Et c'est un livre de Paul Guimard. Et il y a une chose qu'on ne sait pas sur Paul Guimard. Il a été le premier intervieweur et animateur de débat à la radio après la guerre. La Tribune de Paris, ça s'appelait, et c'est l'ancêtre de toutes les émissions de débat aujourd'hui. Ah, je ne le savais pas. Alors, avec vous, on apprend toujours plein de choses, Jacques. C'est formidable. Alors, être fille de producteur, ça peut être un avantage, mais c'est pas si simple que ça pour aller dans ce métier que vous rêviez de faire finalement, Géraldine Danon. Oh, écoutez, franchement, avec le recul, je dirais que c'est quand même un avantage. Oui. Ça m'a ouvert des portes. Ça m'a permis de rencontrer des gens merveilleux et voilà, oui, c'est un avantage. Bon, après, quand on le vit sur le moment, on trouve toujours des choses difficiles, il n'y a pas de système parfait. Mais avec le recul, je considère que c'est un avantage. Et puis, il y a quelqu'un qui vous a repéré. Écoutez cette bande-annonce. A New York State of mind. À mort l'arbitre. Ah ouais. Avec Jean-Pierre Mocky. Et c'est Jean-Pierre Mocky qui vous a repéré, Géraldine Danon. Oui, j'en ai refait après avec lui. Oui. J'ai refait le Furet avec lui après. Oui, on s'entendait bien avec Jean-Pierre Mocky. Il aimait bien parce que j'aime bien comme comédienne proposer des choses. Et Mocky aime beaucoup qu'on lui apporte des personnages. Notamment dans le Furet, je jouais une prostituée et j'avais complètement créé mon personnage seul, comme il fait souvent des économies sur les postes, les costumières, tout le monde. Donc j'étais allée m'acheter une perruque, je m'étais créé un personnage et il était ravi. Il laissait une grande liberté aux acteurs. D'ailleurs, il m'a appris sur les tournages, sur le tournage de Flo, là, je me suis aperçue que je dis moteur tout le temps comme lui. Et je crois qu'il vous avait repéré au cours Simon, Géraldine Danon. Absolument. Et il avait eu le sens, il a dit ça, il savait pas qui vous étiez. Non. Et À mort l'arbitre, c'est un film qui n'a pas eu de succès à sa sortie, mais en revanche, qui grâce à une diffusion dans les dossiers de l'écran après la tragédie du Ezel, est devenu un classique. Et ce qui est très intéressant, parce que ça prouve que la fiction, à l'époque les gens disaient mais c'est quoi ce film, c'est n'importe quoi, ils veulent tuer l'arbitre, et on s'aperçoit que finalement la fiction dépasse bien des fois la réalité dépasse bien des fois la fiction. Alors Alain Delon, vous l'avez cité, effectivement c'est votre parrain. Et moi je connais un peu Alain Delon, on a dit beaucoup de choses sur lui, je ne connais pas de personne plus fidèle que Alain Delon. Ah non, c'est vrai. Il est d'une fidélité à toute épreuve. Moi, il a toujours été là pour moi à tous les épisodes de ma vie. Dans les bons comme dans les mauvais. C'est quelqu'un qui a une grande force de caractère et une grande force d'amitié. Il est là, au sens propre du terme, dans tout son entier. D'ailleurs, vous avez tourné un petit rôle dans Fabio Montal. J'ai tourné un petit rôle dans Fabio Montal et un beaucoup plus grand, un des premiers rôles dans la série d'après qui s'appelait Franck Riva. Oui, et là aussi, il est d'une précision diabolique. Ah oui. Et puis surtout, il est absolument généreux avec ses partenaires. Et ça, tous les gens qui ont tourné avec lui peuvent le dire. Nombre de stars, quand ils ont tourné leur chant, s'en vont pour les contre-chants et vous parlez à un bout de scotch. Lui, il est là, et encore une fois, très là. Il vous donne la réplique, il vous soutient, il vous aide. C'est vraiment quelqu'un d'une rare générosité.
Et puis, je crois que vous auriez pu faire carrière à Hollywood, Géraldine Danon, puisque vous avez tourné Compagnie Business. Alors là, j'ai été choisie sur pouf. Il y avait toutes les jeunes actrices de l'époque qui avaient fait ce casting. Je me souviens, ça se passait à l'hôtel Balzac, derrière les Champs-Élysées. Et effectivement, j'ai été choisie pour faire la fille de Baryshnikov et la femme de Gene Hackman. Et à l'époque, c'était quelque chose d'être choyé. Il y a les films américains, il y avait très peu d'acteurs français qui en faisaient. Donc c'était mon heure de gloire, on va dire. Vous avez tourné à Hollywood? Je tournais à Hollywood, j'ai tourné aux Antilles, j'ai tourné à Paris. J'ai vu ma tête affichée en énorme sur Sunset Boulevard. J'avais une chaise à mon nom. Enfin, c'était le rêve d'une jeune comédienne à l'époque. Oui, et avec une particularité, un accent français quand vous parliez anglais, un peu comme Maurice Chevalier. Ah, mais je crois que c'est pour ça qu'il m'avait choisi d'ailleurs. C'était pour l'accent français. Ah bon? Ouais. Parce que vous parliez l'anglais, non? Oui, mais je parle l'anglais toujours aujourd'hui, un peu comme une vache espagnole. Et vous auriez pu rester à Hollywood, non? J'avais du mal à habiter là-bas. D'abord, j'avais ma mère. Ma mère était très importante pour moi. Mon père aussi, mais avec ma mère, nous avions un rapport très, très intime. J'avais besoin d'elle. Et je ne me sentais pas forcément bien là-bas à Los Angeles. Je me souviens, j'avais fait des essais aussi pour Proposition indécente, le film d'Adrian Lyne, sur lequel j'étais restée dans les dernières. Et non, je me sentais pas bien. Ça manquait d'âme. J'étais trop loin de chez moi. Ça manquait de petits bistrots, de petits cafés. J'aimais mieux ce qui était un peu plus charmant. C'était un peu trop grand pour moi. Voilà, vous êtes revenu à des petites choses. Alors, il y a la navigation, mais il y a eu aussi d'autres choses et on va l'évoquer à travers une autre date, le 26 janvier 1985. À tout de suite sur Sud Radio avec Géraldine Danon. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Géraldine Danon. Nous parlerons tout à l'heure de ce film événement qui sort demain, Flo, un film que vous avez réalisé, 3 ans de travail et des performances en mer, mais on va évoquer ça plus tard. Je reviens au 26 janvier 1985. C'est la première fois qu'à la télévision, vous interprétez ceci. Car vous avez été chanteuse aussi. L'émission s'appelle Jean et Basket. Ah, oui. C'est à Limoges. Et il y a un jeune animateur que Vincent personne... Perrault. Exactement. Ah, je me souviens très bien de lui. J'aimais beaucoup aller chez lui. Je me souviens très bien de lui. Oui. Et il débutait complètement. C'était Dominique Bastidon du chez Carrère qui venait avec moi dans les émissions. Et c'est vrai que chez Perrault, on aimait beaucoup aller. Alors ça, c'était justement à la sortie de Gin Tonic. Claude Carrère, qui à l'époque était en quête de jeunes talents ou de jeunes chanteuses, m'avait contacté en me disant « Géraldine, il faut absolument que vous chantiez ». J'ai dit « Écoutez Claude, moi vous savez, la chanson, bon... Je chante sous ma douche, mais je suis comédienne, archi-comédienne, je me sens faite pour ça, mais je me sens vraiment pas faite pour la chanson. » Puis résultat, il a insisté, et est arrivé ce Dans mes yeux, qui s'est retrouvé quand même, je crois, classé au top 50. Enfin, il a bien marché. Hein. Ah, ça a très bien marché. Ouais. On vous a vu dans plein d'émissions. Et d'ailleurs, il y a eu d'autres émissions de télévision où vous êtes passé. Notamment, il y a eu une chanson qui est passée dans une émission d'Ardisson. Ouais. Vous êtes revenu dans Bain de minuit avec Ardisson qui vous interviewait comme une débutante pratiquement. Oui, je me souviens de ce Bain de minuit, oui. Et il présentait le clip de cette chanson. Ah oui, ça c'était Photographe. Photographe, ouais. Avec une pochette, avec un négatif. Hommage à la photo de Sigourney Weaver. De Newton avec son négatif noir et blanc. Oui, là déjà quand même j'avais un peu repris les choses en main. On va dire que Dans mes yeux, j'étais vraiment on m'a amené dans un studio, on m'a fait chanter, j'ai trouvé le titre pas mal, je chantais tandis que là et je racontais certaines choses qui me plaisaient. J'avais coécrit, c'est Claude Lemel, je crois, qui a écrit la chanson. On avait bien travaillé tous les deux. Le clip était superbe. C'est Serge Ménard qui a réalisé le clip. C'était un clip très d'avant-garde pour l'époque. Vraiment réalisé comme au cinéma. Et non, là, je garde un très bon souvenir de Photographe. Et dans ce clip, justement, vous plongez, c'est presque une avant-première de ce qui va vous arriver ensuite, vous plongez profondément. Oui, je plonge profondément. En plus, il se trouve qu'on avait tourné ça dans la rade de Toulon et l'eau était à 10 degrés, donc j'y reste assez longtemps et des photographes me tirent des flèches sur moi. Je suis pourchassée par une horde de photographes. Non, c'était assez rigolo, ce clip-là. Et après, j'en ai fait un avec Francis Lay. Exactement. Ouais. Et alors, ça, c'est la chanson. Et à la fin de cette séquence avec Ardisson, Géraldine Danon, vous annoncez que vous avez débuté au théâtre dans Joyeuse Pâques. Ah oui. Et puis finalement, je ne sais plus ce qui s'est passé. Ça ne s'est pas fait.
Je me demande si je suis pas partie sur un tournage. Je crois que j'ai dû partir sur le film de Guillaume Niclou, non? La vie crevée, je crois. Exactement. Ouais. En revanche, le théâtre, là aussi, ça vous a intéressé et vous avez fait fort parce que je crois que vous avez commencé avec Mademoiselle Julie. Ouais, c'est ma passion, le théâtre, peut-être plus que le cinéma. En tout cas, pour jouer, je prends, et surtout en avançant en âge, énormément de plaisir au théâtre. Oui, parce que en plus, Mademoiselle Julie, c'est un huis clos de Strindberg qui est quand même très difficile à jouer pour une débutante. Très difficile à jouer, et je dirais même que la pièce est écrite d'une telle façon que ça torture les personnages qui le jouent. Strindberg est très... personne n'est sorti, aucun des interprètes qui a joué Mademoiselle Julie n'en est sorti indemne. C'est très retors comme pièce. Les rapports entre Julie et le serveur, là, enfin le valet, oui. Le valet, oui, sont écrits d'une façon que très souvent il se passe des choses très curieuses entre les deux acteurs. C'est arrivé avec Nils Arestrup et Isabelle Adjani. Oui, moi, j'ai eu un rapport compliqué aussi avec mon partenaire, Jean-Louis Tribe. Je n'en garde que du bon au résultat, mais c'est assez perfide comme pièce. Oui, parce que Nils Arestrup a fait mal au bras d'Adjani. Elle lui a presque cassé le bras d'ailleurs, mais pas complètement. Et la pièce a été arrêtée. Ouais. Mais c'était presque involontaire. C'est le jeu qui voulait ça. Oui, c'est curieux. Et ça, je l'avais joué au Montmartre Galabru. Exactement. Et la pièce, à sa création, a été jouée dans le monde entier, sauf en Suède, où elle a été écrite, parce que elle a été censurée. Ah ben, vous voyez. Et je crois qu'elle a été censurée aussi pour ces raisons-là. Il y a un procédé d'écriture qui est vraiment très, très retors. Et le théâtre, vous aimez tellement cela que vous avez un jour sauvé un théâtre et créé un théâtre, c'est le Ciné 13. Oui, j'avais un restaurant à Montmartre qui s'appelait La Divette du Moulin et j'avais comme client assidu Claude Lelouch. Il habitait en face. Il habitait en face. Et il avait donc son cinéma, le Moulin de la Galette. Et puis, j'avais joué pas loin, rue de l'Armée de l'Orient, au Montmartre Galabru, et je vais voir Claude avec François Perrault à l'époque. François Perrault qui m'avait mis en scène dans Mademoiselle Julie. Et je vais voir Claude et on lui dit, écoute, ton cinéma, bon, il n'y a pas beaucoup de monde, ce serait beaucoup plus intéressant de le transformer en théâtre. Et là, il réfléchit et puis il dit, alors, ok, banco, mais alors on fait une pièce de théâtre, une coupe de champagne et un film. Le film, c'était toujours Quand passent les cigognes, qui est son film préféré. Et il se trouve que ça faisait des soirées assez longues et assez chères, donc de fil en aiguille, on a réussi à le convaincre que ça ne soit qu'un théâtre, dans lequel j'ai beaucoup joué. Et vous avez dirigé et créé. Je l'ai dirigé, je l'ai créé, j'ai même créé un prix de lecture mise en espace avec Shula Siegfried à l'époque. J'ai produit pas mal de spectacles, des showcases, je crois. Une cinquantaine, des showcases de Jane Birkin, on a fait beaucoup de Lambert Wilson aussi. On a fait beaucoup de choses là-bas, mais surtout j'y jouais parce qu'évidemment vu que c'est mon plaisir et que j'habitais en face et le restaurant était en face, j'y ai joué Sale Type de Sylvie Cohen, réalisé par Hedwig Stéphane. Après, j'y ai fait Jeunesse de passage. François Perrault me mettait en scène. J'en ai fait pas mal. J'ai beaucoup joué. Parfois, j'ai joué 2 spectacles d'affilée. J'ai joué Pour en découdre aussi, de John Pepper, avec qui j'ai un projet de pièces de théâtre à venir. Tout en dirigeant le restaurant en face. Oui, je sortais du théâtre après avoir joué deux pièces et puis je tombais sur un client qui me parlait de son poulpe qui était pas assez cuit. Mais j'aimais bien, moi j'ai toujours bien aimé. Je suis une hyperactive et j'aime bien jongler d'une identité à une autre et surtout ça évite de se prendre au sérieux. Hein. Les comédiens qui ont un restaurant, il y en a beaucoup, ils investissent, mais quelqu'un qui est là tout le temps comme vous, c'était rare. Oui. Comment c'était venu ça? C'est-à-dire que je ne fais pas les choses à moitié en règle générale quand je les fais. Et en plus, je l'adorais, mon restaurant, je l'avais conçu comme une deuxième maison. Il y avait des livres, on pouvait se servir, lire. Il était ouvert du matin jusqu'au soir. C'était pas simplement un restaurant, c'était aussi un bar. J'avais tous mes amis, c'était mon deuxième chez moi, on va dire, donc je m'y sentais bien. Oui, c'était un peu un bateau d'ailleurs, il était tout en bois. Oui, et en plus, vous étiez une autodidacte car vous ne connaissiez pas la cuisine ou la direction d'un restaurant. Non, mais j'ai vite appris. Et je peux vous dire qu'il m'est arrivé de remplacer chaque poste. La cuisine, le service, je faisais tout, j'étais pas... Mais oui, ça c'est aussi ma façon, encore une fois, j'apprends, je crois, assez vite. Je me prends pas au sérieux et j'aime travailler. Et j'en reviens à Claude Lelouch, car finalement, vous l'avez connu sur un bateau le vendredi 13. Oui, je l'ai pas connu sur un bateau. Je suis montée la première fois. J'ai beaucoup d'histoires avec Claude Lelouch. Claude Lelouch est un personnage très marquant de ma vie. Il revient
tout le temps, et de façon assez mystérieuse et presque mystique, je dirais. Le premier bateau sur lequel je suis montée, j'étais à l'époque avec un comédien qui s'appelle Jacques Penaud, et nous étions dans un festival du film francophone à la Martinique. Et là, Jacques, qui lui était Jacques était acteur, mais passionné de bateau. Il avait été photographe à voile et voilier, repéré par Robert Hossein pour jouer dans Les Hauts du Hurlevent. Et là, il interpelle un bateau, et il se trouve que c'était le Vendredi 13, barré à l'époque par Karine Terlin, et donc qui est le bateau qu'avait affrété Claude Lelouch pour un film. Mais s'il avait gagné la course, le bateau n'a pas gagné la course, donc du coup, il n'y a pas eu de film. Mais c'est fou, ouais. Je monte la première fois sur Vendredi 13, je me retrouve à avoir un théâtre, c'est celui de Claude Lelouch, et encore plein de choses. J'ai joué d'ailleurs dans 2 de ses films. Oui, exactement. Et il vous appelle toujours pour des petits rôles. Oui. Et là, il y a aussi le théâtre, parce qu'il y a eu un rôle très important aux Deux Jazets. Vous avez joué le rôle de la philosophe Edith Stein dans la dernière pièce de Maryse Wolinski. Ouais, c'est certainement la pièce de théâtre qui m'a le plus marquée. J'ai été totalement habitée par Edith Stein. Ça a été un tournant dans ma vie émotionnelle, spirituelle. Je ne me suis jamais remise totalement d'avoir joué ce rôle-là. La pièce de Maryse Wolinski était magnifique. Maryse était quelqu'un de rare. Et oui, c'est vrai que je l'ai joué, je sais pas, une 60aine de fois, et à mesure que je la jouais, je me sentais habitée par Edith Stein. C'est quand même un personnage assez fort, une philosophe juive convertie au catholicisme, morte en martyr pour le peuple juif, canonisée par le pape. C'est pas rien. Et puis il y a une autre pièce, et ça rejoint le sujet d'aujourd'hui, c'est Groenland de Pauline Sallès à la Scala. Ouais, ça c'était un sacré pari. Je suis jamais vraiment cherché la facilité dans les... On est loin de joyeuses Pâques. En fait, la pièce avait été créée au TNP, je crois. Oui, tout à fait. Et vous l'avez reprise à la Scala. Ouais. Et c'était une femme qui partait en escarpin avec sa fille au bout du monde. Oui. Oui, ça n'avait rien à voir avec le Groenland. Ouais. En fait, oui, une femme qui va chercher son enfant à la sortie de l'école et qui décide, elle pète un câble. En gros, elle s'invente toute une vie chez les Esquimaux. J'étais seule en scène et j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer les mots de Pauline Sall. Ouais. Et ça vous manque pas aujourd'hui de ne plus être aussi souvent au théâtre, Géraldine? Si, mais là, à vrai dire, j'ai pas eu grand-chose qui m'a manqué, parce que j'étais quand même en immersion totale avec Florence Artaud et mon film depuis presque 4 ans maintenant. Donc je dois dire que pas grand-chose m'a manqué, à part mes enfants, mais ils sont souvent avec moi. Mais là, oui, j'ai quelques projets de théâtre, dont cette pièce avec John Pepper, tirée d'un texte de Neil Labute. Voilà, ça on en reparlera, oui. Mais il y a aussi une autre date importante dans votre vie, c'est le 18 mars 2010. A tout de suite sur Sud Radio avec Géraldine Danon. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Géraldine Danon. Nous parlerons tout à l'heure de ce film Flo, dont on a beaucoup parlé d'ailleurs ces derniers temps, qui sort demain. Un film événement qui vous a effectivement pris quelques années de votre vie. Et justement, avant Flo, il y a eu le 18 mars 2010. C'est ce jour-là qu'est sorti le livre Une fleur dans les glaces, ouais. Qui est le premier livre de votre nouvelle vie. Oui, il y a même eu, je dirais, février 2009 où je quitte tout, on va dire, pour partir avec mon époux Philippe Poupon et mes 3 enfants, faire le passage du Nord-Ouest. Oui. Rien que ça. Passage du Nord-Ouest, c'est une route qui relie l'Atlantique au Pacifique en passant par la mer de Bering, et qu'aucun bateau à l'époque n'avait réalisé en une traite. Donc on se lance ça comme défi avec notre bateau Fleur Australe. Et là, une éditrice, Brigitte Lano, pour ne pas la citer, chez Lattès, elle était à l'époque. Elle était chez Lattès ? Oui, non, chez Lafon. Chez Robert Laffont, pardon. C'était Nicole Lattès qui dirigeait. M'appelle et me dit, ce serait vraiment bien que vous écriviez. Il se trouve que moi, depuis toujours, j'écrivais. J'ai toujours retenu de mes journaux intimes. Enfin, j'ai toujours écrit. Donc je me suis mise à l'écriture et est sorti, à la date que vous venez de mentionner, ce livre, Une fleur dans les glaces, ainsi qu'un documentaire qui relatait nos aventures dans le Grand Nord. Aventures qui ont commencé, et c'est assez étonnant, le jour du mariage de Florence Artaud. Aventures qui ont commencé à ce moment-là, absolument, puisque c'est là que je rencontre Philippe Poupon, ouais. Qui était à l'époque un immense navigateur, qui a gagné toutes les courses possibles et imaginables, qui est champion du monde. Et vous le connaissiez un petit peu, vous connaissiez son parcours? Je le connaissais un petit peu. Il faut savoir déjà, et ça je pense que c'est important de le souligner, que les choses n'arrivent pas par hasard. J'avais fait un pas
vers autre chose avant qu'autre chose n'arrive. J'avais quitté justement le restaurant, le théâtre. J'avais confié les clés à Salomé Lelouch, qui le dirige de main de maître depuis, et qui réalise des très beaux spectacles d'ailleurs. Et donc j'étais partie vers le sud parce que je ne voyais pas mon petit garçon qui avait 1 an et que je trouvais que ma vie ne me convenait plus. J'avais envie de me réinventer, de partir vers ailleurs. En Provence, je crois. Oui, du côté de Saint-Tropez-à-Gassin. Et là, Florence Artaud, qui était mon amie depuis des années et on ne s'était jamais quitté, est partie s'installer aussi à ce moment-là à Marseille. Donc du coup, on se voyait régulièrement et il se trouve qu'elle a décidé à ce moment-là de se marier et qu'elle a organisé son mariage chez Sébastien Lebert à Porquerolles. Et là, j'ai rencontré Philippe Poupon que j'avais croisé quelques années auparavant. Vous voulez que je vous raconte la petite anecdote ? Allez-y. C'est assez rigolo. Je croise Florence qui était avec Philippe Poupon. Ils habitaient chez Mylène de Monjou et Simenon à l'époque. Et moi, j'avais loué une petite maison à côté avec mon fiancé de l'époque et Lou, mon fils qui avait 1 an. Et nous partons, petite bande joyeuse. Je crois qu'il y avait aussi Titouan Lamazou, le père de mon fils, en bateau, dans un petit bateau à moteur. Et Philippe, que je connaissais donc bien peu, met le petit Lou au milieu de ses jambes dans le bateau. C'était lui qui conduisait. Et d'un coup, je le vois attraper l'enfant et le mettre dans l'eau comme ça, avec sa couche. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait ? Et en réalité, il y avait un jeune homme sur le bateau qui avait lancé sa cigarette. La cigarette était venue sur la couche de Lou et sa couche a brûlé. Donc, il a sauvé la vie de mon fils. Incroyable. Ouais, c'est fou. Et donc, vous vous êtes retrouvés et vous ne vous êtes plus quittés, c'est clair. Non. Ce qui a surpris beaucoup de gens. Ah bah oui, parce que oui. Oui, je sais pas pourquoi, à vrai dire, mais oui. Et vous êtes parti avec les enfants, avec un chien, et surtout, alors comme il avait à peu près tout fait, Philippe Poupon, vous avez choisi un lieu où il n'était jamais allé. Oui. Je voulais trouver une route inexplorée. Et il en reste plus beaucoup. Mais le passage du Nord-Ouest en faisait partie. Donc, on a conçu Fleur Australe, un bateau pour aller tâter la glace, un bateau polaire. Bon, c'est pas un brise-glace, mais il est capable d'aller se frotter à la banquise. Et on est parti. Et après, pendant 12 ans, on a fait le Nord, le Sud, l'Arctique, l'Antarctique. On a beaucoup navigué. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous n'aviez pas de formation pour être en mer. Non, mais je suis endurante et je n'ai peur de rien, je dirais. Donc, et surtout, je suis animée par une grande curiosité et pas mal d'audace, je crois. Oui, et surtout qu'il n'y avait pas de risque zéro. Il y avait un risque, il n'y a pas de risque zéro plutôt. Ben non, il n'y a jamais de risque zéro. En même temps, bon, quand on part avec des enfants comme ça en bas âge, on est archi vigilant. Et je réponds souvent aux gens qui me disent « Ah, mais c'est dangereux, vous amenez vos enfants dans des endroits absolument extrêmes sur la planète où le danger est partout. » Que le danger, il est bien souvent quand on est dans des endroits où on se croit en sécurité. Nombre d'accidents arrivent dans des piscines ou parce qu'on croit que... Voilà. Tandis que nous, on est extrêmement vigilants de par le danger qui est partout. Et avec vous, au moins, ils travaillaient mieux qu'à l'école. Et vous étiez là pour surveiller. Oui, et puis ils ont eu une vie. Ils ont fait 5 fois le tour du monde. Ils ont vu ce que beaucoup de gens ne verront jamais dans leur vie. Et je crois que ça ouvre le caractère. Ils sont très différents des autres enfants. Alors évidemment, il n'y a pas de système parfait. Parfois, ils ont eu un peu de mal à se sociabiliser. Ils se font des amis peut-être un peu plus difficilement que les autres. Mais ils ont une maturité, une force de caractère que je peux noter et qui est assez rare, oui. Oui, et en plus, certains pensaient que vous partiriez pour 15 jours, 3 semaines. Je me souviens d'Antoine, quand il a commencé à faire de la navigation en 74, il a passé un week-end à Saint-Tropez, il a essayé un bateau, il dit « je pars ». Personne n'y a cru. Ah oui. Et il y est toujours en mer. Oui, on se parle régulièrement, c'est un ami, oui. Ben oui, mais c'est-à-dire que quand on commence à goûter à la mer, il y a quelque chose d'assez magique qui se passe. Quand on revient à terre, c'est un peu violent pour les marins, ne serait-ce la bande-son, la société de consommation à laquelle on se retrouve tout de suite confronté. La mer, c'est une sorte de paradis, et en particulier les pôles où il y a quelque chose d'assez magique qui opère. C'est la chanson de Michel Berger, Le Paradis Blanc. Il y a beaucoup c'est assez mystique, assez christique.
Oui, mais en plus vous aviez prévu, je crois, 1 an de réserve si jamais vous ne passiez pas le Nord-Ouest. Tout à fait. On avait exactement 1 an d'autonomie au cas où on serait obligé d'attendre la débâcle de l'année d'après, ce qui avait été le cas pour les bateaux qui étaient passés auparavant, dont Amundsen en 1906, qui avait attendu l'année d'après, qu'il avait fait en 2 fois. Mais nous, on a eu du bol. On s'est fait enfermer par la banquise quand même. On est resté 1 semaine encerclé par la glace et les courants ont été favorables en notre faveur et on a été libérés. C'est presque digne du livre des records. En tout cas, c'est agréable à écrire. J'ai pris beaucoup de plaisir à relater toutes ces aventures parce que c'est vrai qu'il se passe des choses et à les filmer aussi. Et vous dites aussi quelquefois, Géraldine Danon, que la folie d'un marin est rassurante. Je ne sais pas si j'ai dit que la folie des marins est rassurante, parce que je ne crois pas que les marins soient particulièrement fous. Je pense qu'ils sont plutôt assez sages. Ils sont sages, et les moments de folie, c'est dans ces chansons de marins comme celle-ci. Once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Billy of Tea. The winds blew up her bow, up down below my. Alors ça, c'est assez Billy étonnant. Boy. Sur Internet aujourd'hui, Oui. il y a des millions de vues avec cette chanson de marin. C'est un chanteur écossais, Nathan Evans, qui a repris ce titre Scotsman. Ah oui. Et ça fait booster la toile. Et tout le monde, dans le monde entier, on chante ce chant en ce moment. C'est rigolo. Mais les chansons de marins reviennent à la mode. Oui. Moi, ma fille, elle chante dans Flo une des chansons que Florence a aimé particulièrement. À moi, Forban, ça s'appelle. Alors, il y a eu des moments difficiles parce qu'en mer, tout est possible. Il y a eu des tempêtes à affronter, Géraldine Danon. Et Oui. ça, c'est pas simple. Non, c'est pas simple, mais en même temps, ça endure, ça apprend la vie, et puis ça apprend surtout une chose, et ça, je crois que c'est quand même la base de l'existence, c'est que la tempête peut être rude, très rude, mais il y a toujours une fin et le calme revient toujours. Donc, à partir du moment où on sait ça, on peut être serein, quels que soient les épisodes de la vie ou de la mer qu'on traverse. On n'a pas des moments difficiles, des moments de panique, des moments de peur? Bah non, on sait que ça va finir par passer et que la lumière est au bout du tunnel. Et ce qui vous a impressionné, et je crois que c'est une des raisons qui vous a donné envie d'aller en mer, Géraldine Danon, c'est de voir les icebergs. La première fois que vous avez vu un iceberg, ça a été un choc. Ah oui, oui. Oui, je le raconte justement dans Une fleur dans les glaces. Mais c'est vrai que j'étais déjà très jeune, passionnée par les récits polaires. J'ai découvert Ernest Shackleton, je sais pas, sur le bateau d'Yvon Fauconnier vers 17 ans. Ensuite, j'ai lu Nansen, Amundsen. Enfin, j'ai toujours eu une passion pour les récits polaires. Je trouvais que c'était absolument faramineux, qu'on était dans des leçons de survie au-delà de toute commune mesure quand on les voit passer d'un flosse. Un flosse, c'est une plaque de glace à une autre, dérivée pendant des mois. Et ça m'a toujours fasciné. Donc la première fois que j'ai vu mon iceberg, il ressemblait à une madone. Ils ont tous des formes très différentes. Et encore une fois, c'est très mystique. C'est une sorte d'engin sur l'eau comme ça, qui transpire, qui suinte. On l'entend quand on se rapproche pour le filmer. On a l'impression que ses entrailles vibrent. Et il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Il y en a qui font la taille de la Corse. Oui, et il y a des projets totalement fous, comme je crois ce milliardaire saoudien qui a voulu transporter des icebergs en Arabie Saoudite, qui a investi là-dedans, ça n'a pas marché, pour avoir de l'eau en Arabie Saoudite. Ah ouais. C'est Shackleton qui dit que l'eau ça nous est arrivé souvent d'aller taper sur l'iceberg pour apporter un peu de glace. Oui. Et le whisky, le meilleur whisky, c'est avec les glaçons d'iceberg. Ah, ça mérite d'être essayé, Voilà. avec modération. Et puis il y a aussi un autre choc que vous avez ressenti à l'époque, Géraldine Danon, c'est l'ours polaire. Oh oui. Ah bah celui-ci, je l'attendais déjà. En plus, moi, avec ma caméra, je traque justement les icebergs, les ours polaires. Enfin, quand ça arrive, c'est absolument merveilleux. Et ça, c'était un 15 août, je m'en souviens très bien. Et là, on était dans le Grand Sud. J'en avais vu un avant dans le Nord, mais pas d'aussi près. Et là, j'ai vraiment pu le filmer. Il était juste comme vous êtes là, tout près. Mon mari hurlait derrière, mais t'es folle. Mais je crois que j'ai pris un peu de risque avec l'ours polaire. Parce que quand on a une caméra, parfois on mesure mal, on devient fou. Oui. On a l'impression qu'on est protégé de tout par sa caméra. Et donc, oui, je suis allée un peu près de l'ours polaire. Mais bon, je suis là encore. Voilà, il pesait, je crois, 650 kilos. Il Oui, mesurait c'est ça. 3 mètres de haut.
Et puis surtout, ces voyages vous ont permis de voir les problèmes de réchauffement de la planète en un temps où on n'en parlait pas encore, Géraldine Danon. Oui, dès le début, en fait, Fleur Austral allant sur Fleur Austral, notre bateau, sur des parcours où très peu de gens vont. Ça coûte cher d'armer des bateaux pour aller faire des prélèvements dans ces coins-là, aussi extrêmes, aussi éloignés de la planète, on a mis notre bateau un peu au service des scientifiques qui servent de plateforme, notamment à l'IFREMER, l'Institut français de recherche en mer, pour lequel on fait des prélèvements de salinité, de pression. Le bateau est équipé à l'arrière d'une sonde qui leur rapporte des mesures importante pour eux, et on prend aussi des petits échantillons d'eau. À un moment, on avait aussi une caméra qui tractait les zones de déchets. Oui, on s'est mis au service, sans l'être absolument nous-mêmes, mais au service des scientifiques, grâce à nos parcours peu fréquentés, voire pas fréquentés. Exactement. Et puis vous avez apporté du rêve avec des documentaires qui ont eu beaucoup de succès sur les chaînes de télévision. Oui. Oui, c'est très... J'en suis assez fière, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, même, je m'aperçois en me baladant avec Flo, là, en tournée, ou même partout, les gens viennent nous voir, et puis ils ont vu grandir les enfants, ils ont suivi nos aventures. Il y a presque un côté à la Cousteau, ils demandent des nouvelles du chien, et ils sont vraiment très attachés à nos aventures. Ils ont un peu l'impression qu'on fait partie de leur famille. Et ce rapport qu'a créé ces documentaires avec les gens est très précieux pour moi. Et le documentaire était un point de départ. Maintenant, il y a le film. On en parle avec la date de demain, le 1er novembre 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Géraldine Danon. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Géraldine Danon. On a parlé de votre carrière de comédienne, d'auteur, vos débuts en mer, et puis les documentaires que vous avez réalisés. Et demain, 1er novembre 2023, sort Flo. Un film très important pour vous que vous avez coécrit et réalisé, et dont voici un extrait de la bande-annonce. À moi faut pan que m'importe la gloire, les lois du monde, qu'importe la mort. Sur l'océan, j'ai planté ma victoire et bois mon vin dans une coupe d'or. Presque une chanson de marin, et je crois que c'est votre fille. Et c'est une chanson de marin qu'affectionnait tout particulièrement Florence. Elle la chantait souvent en fin de repas. Elle a été reprise en chœur par les marins. Et là, c'est ma fille Marion qui la chante. Oui, elle est chanteuse, oui. Alors, 1er novembre, c'est votre anniversaire, le hasard. Bon anniversaire. Bel hasard. J'espère que le public sera là. On le souhaite avec ce film qui est une fiction, qui n'est pas un documentaire. Et ça, c'est très important. Oui, c'est un film de fiction qui relate le portrait de Florence Artaud. C'est un portrait de femme, le portrait d'une femme moderne, hein, parce les problématiques qu'elle a traversées et ses combats sont restés parfaitement d'actualité. Alors évidemment, c'est un grand marin, donc il y a des scènes en mer, mais ça aussi, j'ai pu m'en apercevoir en tournée. Les gens qui n'aiment pas forcément la mer et qui ne connaissaient pas Florence Artaud découvrent une femme absolument incroyable, à la vie tumultueuse, aux amours passionnés. Une femme absolument solaire, mais aussi évidemment avec quelques zones d'ombre. Et je sais que les petites jeunes filles qui viennent voir le film me disent « Oh là là, mais nous, on veut devenir Florence Artaud. Elle doit servir de modèle à toutes les générations à venir. » Et c'est peut-être pour ça que vous avez fait le film aussi. Tout à fait. Je voulais continuer de transmettre son message, sa liberté de vivre, sa liberté d'être, de se soucier peu du regard des autres. C'est aussi un film qui parle du prix de la liberté, combien ça coûte d'être libre, de refuser toute étiquette et d'aller au bout de ses rêves. C'est un peu ce que vous avez fait, Géraldine Danon. Oui, il y a beaucoup de moi dans le film, c'est vrai. Alors, vous êtes partie d'un livre, d'un roman, d'une fiction que Yann Kefelec avait écrit. Oui, je suis partie de La mer et au-delà, que Yann Kefelec avait écrit. On s'en est très librement inspiré. J'ai écrit un scénario avec Yann. Et puis après, j'ai réalisé ce film-là. Mais je suis surtout partie de la connaissance que j'avais de Florence, de ce que j'avais envie de raconter d'elle. Des points communs que nous avions, puisque c'est plus facile de parler de ce qu'on connaît et d'aller chercher derrière les apparences. J'ai raconté l'amoureuse qu'elle était, dévoilé une histoire d'amour que peu de gens connaissent et qui était importante pour elle. Et puis raconter aussi ce grand marin qu'elle était, qui n'avait peur de rien, qui est arrivée la première devant tous les hommes et qui est la seule femme encore aujourd'hui à avoir remporté la route du Rhum. Une femme qui a ouvert la voie à toute une génération de skippeuses, mais aussi à toute une génération de femmes.
Alors, effectivement, le tournage était en mer, c'était obligatoire, ce qui n'est pas simple d'ailleurs, parce que sur un plateau, on sait quand on commence et on finit. En mer, il y a les tempêtes. Oui, alors on n'est pas tout le temps en mer. On rentre avec elle pendant la route du Rhum, et alors là, il se passe toutes sortes de choses, parce qu'il lui arrive un tas de choses. Et là, effectivement, il y a des tempêtes, et les marins qui ont vu le film me disent qu'ils n'ont jamais vu des images de mer aussi fortes. Et ça, j'y tenais beaucoup. J'avais presque l'impression que toutes les années que j'avais passées en mer, et je les méritais, ces images-là. Donc je suis allée les chercher, j'ai attendu la bonne plage météo. On est allé les chercher et on a des images assez chocs. Mais il y a aussi une grosse partie, encore une fois, qui est tournée à terre et où on s'attache à comprendre cette personnalité hors du commun qui était Florence Artaud. Oui, et qui ne mâchait pas ses mots, qui disait ce qu'elle pensait. Oui, qui disait ce qu'elle pensait, qui allait au bout qui était aussi extrême en mer qu'à terre, qui allait au bout d'elle-même, qui n'avait peur de rien. Et le film commence par un accident et Florence Artaud a dit un jour que cet accident, finalement, ça lui avait permis d'aller vers la vie qu'elle souhaitait. Oui, c'est son Big Bang, je dis oui. En fait, elle frôle la mort tout au long de sa vie, pour finalement mourir tragiquement dans les conditions que nous connaissons, après avoir accepté un jeu pour financer une odyssée des femmes qui lui tenait très à cœur avec des femmes du monde entier. Elle accepte ce jeu et elle meurt dans un accident d'hélicoptère. Et pour ça, je crois que dans le film, la mort et la vie sont assez liées. Les marins, et on parlait des pôles tout à l'heure, on s'en aperçoit, en particulier dans ces régions-là, on se sent particulièrement vivant parce que la mort est partout. Charcot en parle très bien. Et Florence aimait bien ça, elle aimait bien aller titiller la mort. Et à la fin, je m'amuse comme ça à mélanger les deux, le ciel et la mer, et la mort et la vie. Oui, et en même temps, il n'y a pas de discrimination entre l'homme et la femme, ce sont des marins. Ah oui. Et vous le montrez. Oui. Ce sont des marins. Elle voulait être acceptée dans ce monde de marins. Elle l'a été. Alors oui, au début, il voit arriver une petite jeune fille fluette. Ils pensent que la voile est une affaire de muscles. Et donc, ils sont assez sceptiques, un peu machos, ce qui est assez normal. Mais du jour où elle a fait ses preuves, Florence était acceptée par tous les marins, admirée par tous les marins. Ils étaient tous amoureux d'elle, en plus. Donc... Et vous avez pu tourner, Géraldine Danon, sur le bateau Pierre Ier de Serbie. Oui, Pierre Ier. Pierre Ier, oui. Le Pierre Ier, qui est le bateau avec lequel elle a gagné la route du Rhum 90, qu'on a fait revenir, sur lequel Philippe Poupon a couru la route du Rhum l'année dernière. En même temps, il me l'a convoyé aux Antilles. J'avais déjà tourné mes premières images en Bretagne et j'ai tourné l'arrivée de la route du Rhum aux Antilles. Donc oui, c'était très émouvant pour nous d'être sur le vrai bateau, ne serait-ce pour ma comédienne qui est tout à fait extraordinaire. Elle est lumineuse. Je crois que les gens vont la découvrir. Stéphane Caillard, elle est incroyable. De marcher sur les pas de Florence, sur les filets, d'évoluer sur ce bateau, ce même bateau avec lequel elle avait remporté cette victoire, était vraiment un plus pour nous. Alors justement, cette comédienne Stéphane Caillard, personne ne la connaissait. Au plus tôt de choisir une star, vous l'avez vue un jour entrer dans un bar et vous avez dit c'est elle. Oui, c'est elle. C'est vrai que c'était ambitieux parce que c'était un premier film, un film lourd avec des images de mer, avec un gros budget et sans star. Même si elle est entourée par Alexis Michalik, Samuel Jouy, Marilyn Canto, Charles Berling et bien d'autres, mais c'est quand même autour de la figure de Florence que vit le film. Mais elle n'a pas fait l'ombre d'un doute. Et c'est la révélation du film. Elle est vraiment solaire, forte et fragile à la fois. Elle est Florence Artaud. D'ailleurs, physiquement, elle ressemble à Florence Artaud. Oui, c'est pas pour ça que je l'ai choisie, parce que j'attachais plus d'importance à l'âme et aux couleurs que j'avais envie de voir à l'écran, mais il se trouve qu'elle ressemble beaucoup, étrangement, à Florence Artaud, et que plus le tournage avançait, plus j'avais l'impression de voir Florence Artaud. On a beaucoup travaillé en amont avec elle sur les documents qu'avait laissé Florence, sur la voix, sur la posture, pour que le personnage évoluant de 17 à 55 ans, qu'on n'ait pas à la grimer, que tout ça se passe en interne, dans encore une fois, une posture, une attitude de corps, une intériorité. Moi, j'aime pas les comédiens qui sont grimés en vieillissant. Je voulais pas aller vers là. Oui, et en plus, il y a le problème de la voix, parce que Florence Artaud a beaucoup fumé, et sa voix a changé au fil des années. Ah oui, quand on entend les archives et qu'on entend la voix de Florence toute jeune et la voix à la fin, c'est pas la même voix. Moi, c'est pas loin d'être la même chose aussi. Hein. Pas beaucoup, non. Vaut mieux faire un tabac au cinéma que de fumer une cigarette. Je vous l'accorde. Alors, il y a eu aussi le problème de l'équipe, parce qu'avoir une équipe à bord d'un bateau, il y a le mal de mer.
Oui, mais ça s'est plutôt bien passé. C'est ce que je redoutais le plus, surtout que parfois on avait 10 bateaux sur l'eau, le bateau sur lequel on tournait, mais le reste de l'équipe sur les autres bateaux, le bateau confort, le bateau, enfin il y a toutes sortes de noms. Et j'ai vraiment eu une équipe qui était totalement avec moi. Je crois que j'ai réussi à les embarquer dans mon énergie, dans la folie de mon projet. Et ils étaient tous très, que ce soit des comédiens ou des techniciens, complètement avec moi. Il y en a 3 ou 4 qui ont eu le mal de mer et ils ont trouvé quelque chose que je ne connaissais pas puisque mon fils l'avait. C'est un patch qui s'achète en pharmacie, qu'on met derrière. Ah, vous connaissez ? Il paraît que ça marche très bien. C'est des bracelets d'acupression. Le bracelet d'acupression, j'avais essayé, ça marche pas. Ouais, mais le patch, ça marche. Le patch à l'oreille, ça marche très bien. Et il y a le gingembre aussi qui marche très bien en maître. C'est ce qu'on... Moi, sur un ponton, j'ai le mal de mer, donc je peux vous confirmer. Le gingembre a bien des vertus. Exactement. Alors, il y a eu aussi ces tournages en mer, quelquefois difficiles. Vous avez tourné, je crois, 57 jours. Oui. C'est pas facile, long, 57 jours. Ah bah oui, c'était quand on est arrivé justement à tourner l'arrivée de la route du Rhum avec ce Pierre Ier qu'on a rebaptisé Flo. C'est vrai que nous, on était au bout aussi du film, mais l'émotion, je crois, est palpable quand on regarde Stéphane Caillard, donc Flo, qui arrive en Guadeloupe. On ressent qu'on est vraiment au bout du film. Mais moi, je dis souvent que ce film, c'est ma route du Rhum à moi. Ça a été une bataille pour le faire exister, pour trouver les financements, pour le tourner. Je lui ai absolument tout donné. À tel point que quand le tournage est terminé, vous avez pris un jour de plus à Marseille, au large, pour filmer la tempête. Non, j'ai pas réussi le jour de plus au large pour filmer la tempête. J'ai dû attendre encore 1 mois pour que la météo monte. Et c'est par 60-65 nœuds de vent que je suis partie avec Philippe Monet qui barrait le bateau, tourner des images au large des îles du Frioul à Marseille. Et puis il y a eu les avant-premières, je crois qu'il y a eu le Festival de Cannes, où vous êtes revenue, mais cette fois-ci comme réalisatrice. Non, oui, j'étais très heureuse de revenir au Festival de Cannes en sélection officielle, hors compétition. Et c'était un grand moment pour moi, oui, une belle récompense. Il y a eu une projection sur la plage, je crois. On y tenait avec le bateau devant. Avec Thierry Frémaux, on a eu cette idée-là de le projeter sur la plage pour le public avec le bateau devant, et c'était un grand moment d'émotion. Il est allé après à Angoulême aussi chez Dominique Besnéard, il a fait la clôture. Voilà. Mais en même temps, je crois que les cendres de Florence Artaud ont été dispersées pas très loin. Tout à fait. C'est émouvant. Et ça tombe sur l'île Marguerite juste en face. Oui, c'était très émouvant. Et je crois que les réactions du public après Cannes ont été exceptionnelles. Je crois qu'il y a eu une standing ovation. Oui. Et partout où on est passé, on a eu la chance d'avoir un accueil mais absolument incroyable. On a tourné un peu partout en France et vraiment le film est reçu avec beaucoup d'émotion de ceux qui connaissent Florence évidemment, mais même des autres, de ceux qui ne la connaissent pas, qui me ressortent de là en me disant bah, ça y est, je crois en mes rêves, je sais que l'impossible peut devenir possible et vous m'avez donné un souffle de liberté. Et on a de plus en plus besoin de rêves aujourd'hui. Ah oui. Et ça, c'est sûr. Si on pouvait apporter un peu d'embrun dans cette société qui n'est pas tous les jours facile, ça c'est sûr, vu ce qu'on vit en ce moment, il faut aller voir Flo pour se détendre. Et surtout, c'est un film comme on en fait peu, parce qu'il y a très peu de films qui racontent une histoire de marin de ce genre, de cette façon, Géraldine. Mais c'est un grand film d'action. C'est aussi, et moi j'adore ce genre de film, l'histoire d'une sportive à qui personne ne croit et qui va finalement remporter la victoire devant tous les hommes. Donc moi ça, au cinéma, ça me met toujours la chair de poule. Puis au-delà de ça, il y a une grande histoire d'amour, il y a toute une bande de copains aussi, de marins que je m'attache à raconter, les marins ne sont plus les mêmes aujourd'hui. À l'époque, ils faisaient la fête jusqu'à 4h du matin en chantant des chants de marins et puis ils allaient se tirer la bourre sur l'eau le lendemain matin. Donc je raconte aussi ça, toute cette joyeuse bande de l'époque, parce que c'est un film, on part des années 70 et on va jusqu'en 2005, donc je traverse vraiment tout ça. Et il a fallu vous documenter pour que justement on soit proche de la vérité. Oui, on est très proche de la vérité, c'est un film sur la mer, c'est un film sur l'amitié, sur l'amour, et c'est surtout un grand portrait de femme et un film d'action, d'aventure. Quand vous avez commencé, vous pensiez que ça durerait 3-4 ans, ce travail ? Je trouve que somme toute, c'est allé relativement vite. Parce que pour un film comme celui-ci, je pense qu'on est allé assez vite. Vite et bien.
Est-ce que ça vous donne envie maintenant de continuer dans la réalisation d'autres films qui ne seront pas des documentaires? Oui, là je travaille à l'adaptation d'un livre de Melissa d'Acosta, Les femmes du bout du monde, que je devrais tourner en septembre, je pense, en Nouvelle-Zélande, pas très loin de la mer. Exactement. Jeune auteur qu'on a reçu et qui elle aussi est une découverte. Ah oui, elle est formidable, oui. Et puis le théâtre, ça va continuer aussi? Le théâtre, il y a cette pièce de John Pepper tirée d'un texte de Neil Labute que j'espère jouer dans un petit creux là-dedans. Et la mer, entre les deux, les voyages? La mer, j'en ai besoin, il faut que je charge mes batteries. Et en mer, j'écris, en mer, je me repose, en mer, je vis. Voilà. Et nous, on va vivre à partir de demain en découvrant ce film Flo. Et on fêtera votre anniversaire, j'espère, avec des salles pleines. Merci de l'avoir écrit, merci d'avoir montré que le rêve est possible. C'est si rare aujourd'hui. Merci beaucoup, Jacques, merci. Merci Géraldine Danon. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.